Y Production, l'agence de production, communication événementielle et divers. iProd, une équipe au service de votre autorité avec des conseils de création. Une véritable passion de vie. Nos services, formation dans plusieurs domaines de la vie, coaching, conférences, entrepreneuriat, investissement, marketing digital, développement personnel par les psychologues, ressources humaines, sous-traitance, sécurité, clean air, concert, photographie, spot publicitaire et montage vidéo, location des robes, mariage, soirée gala, maître des cérémonies, conférences, mariage, anniversaire. Nous sommes dans la commune de Linguala, sur l'avenue Louisa numéro 293 bis. Référence en face de l'Académie des Beaux-Arts. Immeuble Fondation Madi Madimba. Contactez-nous au plus 243 89 77 90 633. iProd, la clé de voûte pour vos événements. Bon retour, merci d'être là pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. La deuxième partie commence dans quelques secondes. Le numéro de téléphone, c'était pour continuer à interagir avec nous et nous envoyer vos questions. Nous sommes également en direct sur YouTube. Vous pouvez aussi là-bas faire le commentaire sur l'émission. On va s'intéresser à un sujet important. La santé mentale, un pilier du développement humain, social et économique de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons choisi d'avoir une première invitée qui parle de cette question-là, pour aborder cette question. Elle vient de la France, pour son pays, qu'elle aime bien, la République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr de Madame Augustine Galagui. On l'a présentée tout à l'heure. Augustine Galagui est psychologue. Elle est écrivaine. Je lui ai demandé tout à l'heure si elle pouvait se présenter pour nous donner encore d'autres casquettes que vous avez. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation qui m'honore. Alors, je suis Madame Augustine Sage-Galagui. En effet, je suis psychologue clinicienne formée à Sorbonne en France avec une spécialité dite en clinique inter- et transculturelle et psychospirituelle. Et nous aurons le temps de développer un peu cette spécificité pour une meilleure compréhension. Alors, Et oui, en effet, je suis écrivaine puisque j'ai à écrire déjà des livres qui sont sur Amazon. Hein. Premier livre, justement, j'avais écrit sur psychologie et culture pour prendre connaissance des pratiques ancestrales et la pratique moderne pour montrer à quel point la psychologie à la base, pour moi, vient de l'Afrique. Le deuxième livre, c'est plutôt sur les différences sur charge mentale concernant plutôt les femmes. D'accord. Merci. D'ailleurs, en préparant cette émission, je suis d'ailleurs tombé sur votre livre sur Amazon. J'ai demandé à mon réalisateur de préparer juste la couverture pour les téléspectateurs qui nous regardent. Merci. On va dans... Voilà, c'est celui-là. Psychologie et culture, fusion de pratiques ancestrales et modernes. Peut-être on dira deux petits mots. Ce sera vraiment vers la fin. Exact. Commençons par définir la santé mentale. En quoi est-elle différente de la santé tout court, santé? Ok. Je pense vraiment que c'est une question de base. Je pars sur le principe que si on ne comprend pas les mots, on ne pourrait pas comprendre le sens, on ne pourra pas en bénéficier justement. La santé mentale, d'une façon simplifiée, il faut plutôt qu'on puisse aller dans l'étymologie du mot pour comprendre. Santé vient du mot latin qui veut dire sanitas, qui veut dire tout simplement l'équilibre ou tout simplement un bon fonctionnement ou bien-être. Mental, pareil, vient du mot latin qui veut dire mentis ou mentalis, qui veut dire tout simplement pensée ou esprit. De ces faits, si on mélange santé plus mental, on arrive à trouver un état d'esprit
équilibré ou de bien-être. Mhm. Cependant, j'aime beaucoup donner plutôt la définition de l'OMS Oui. parce que j'estime que tout le monde, on peut se questionner de dire ça c'est sa signification, mais l'OMS au moins c'est dit concret. Alors pour l'OMS, l'OMS dit ceci: la santé mentale est un état de bien-être permettant à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux stress normaux de la vie quotidienne, de travailler de manière productive et de contribuer à la vie communautaire. Donc, vous voyez que l'OMS parle de bien-être. Et quand on dit santé mentale, qui signifie le bien-être d'une personne, de ce fait, si on ne présente pas un bien-être, on va être dans l'état de mal-être. Donc, la santé mentale, pour moi, qui est les structures de base même, on ne peut pas parler de la santé tout court sans parler de la santé mentale, sachant que c'est la santé mentale qui nous guide dans la vie de tous les jours. Nos décisions proviennent des structures de nos pensées. Donc, si nos pensées sont troublées, notamment pour nous qui vivons dans des pays en souffrance, des conflits qui durent des décennies, ça développe chez notre population des troubles de pensée. Et ces troubles de pensée deviennent néfastes dans nos comportements du quotidien. Donc, la santé mentale, c'est primordial par rapport à la santé tout court. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure dans mon introduction d'un pilier du développement humain. C'est important de souligner cet aspect. Vous venez d'ailleurs de le relever à travers cette définition. Et d'ailleurs, pour une petite stat, si vous voulez, le ministre de la Santé, il y a quelques mois, avait rappelé que près de 30% des Congolais souffraient de troubles mentaux non diagnostiqués, aggravés par la malnutrition, les violences basées sur les genres, les conflits, précarité économique, et ainsi de suite. Je peux que confirmer du point de vue l'approche par rapport aux statistiques, je ne peux pas me permettre puisque je ne Ça, c'est sais la pas. stat du ministère de Du la Santé. ministère de la Voilà. Santé. Ouais. Alors, j'aimerais aussi qu'on puisse ne pas confondre quand on parle de maladies mentaux, de Oui. troubles mentaux et de troubles du comportement qui Mm. sont liés au stress du quotidien. La difficulté, en effet, quand on parle de santé mentale, les gens pensent qu'on parle de la folie. Ouais. On parle de maladie mentale. Or, ce n'est pas le cas. Dans tout ce qui concerne les maladies plutôt mentales, là, on parle en psychiatrie. Mais en psychologie, maladie mentale, l'état de santé. Alors, si je peux ajouter par rapport à ces statistiques, je donnerai l'exemple de la France, puisque le Congo et la France, c'est mes deux pays, mes deux mamans. En France, il faut estimer que les budgets de santé mentale, je dis bien santé mentale, c'est approximativement la moitié du budget de l'armée. Vous voyez, ça veut dire la France dépense plus de presque 12% de PIB pour la santé et la moitié pour la santé mentale. Donc la question est de savoir pourquoi dans des pays développés, on met autant de budget pour la santé mentale. Parce que justement, ils ont compris que aucune population sur ce monde peut construire, peut être productive s'ils ne sont pas équilibrés du point de vue santé mentale. En effet, 30%, j'estime que c'est déjà beaucoup, mais je pense que c'est encore plus que ça si on prend en compte l'ensemble des troubles psychiques qui sont liés aux difficultés du quotidien de notre population. Mm-hmm. Alors, déjà un problème de budget, ça je ne veux même pas qu'on entre là-bas. On voudrait bien savoir ce que met la République démocratique du Congo sur la santé mentale. Alors, vous affirmez que le premier capital d'un jeune ou d'un homme n'est pas l'argent, mais sa santé mentale. Et pourquoi cette inversion de priorité est-elle vitale aujourd'hui? Alors, en effet, j'ai dit aux jeunes que si vous n'avez pas votre santé mentale structurée, ça veut dire vos pensées. Quand je dis santé mentale, pensez bien que ce sont vos pensées qui sont liées à la vie
de votre quotidien, c'est-à-dire vos souffrances, que ce soit par rapport au chômage, commençant par vos parents, vous voyez vos parents souffrir, vous-même vous souffrez, vous voyez, vous êtes désespéré, vous ne voyez pas d'issue. Il y a des maladies somatiques, donc du corps, que vous ne pouvez pas vous soigner. Il n'y a pas d'espoir. Dès ces faits, nos pensées, donc les pensées de nos gènes, deviennent des pensées déséquilibrées. Donc, on quitte l'état de santé mentale stable, on est dans mal-être. Et de ces faits, même si on lui donnait des enveloppes de l'argent, je ne pense pas que le jeune sera en mesure d'en faire quelque chose. L'argent, ça vient en deuxième position. Il faut d'abord avoir le mental structuré, les pensées qui sont justement liées au mental structuré pour être capable d'avoir le raisonnement logique et d'adapter justement ces raisonnements à ce qu'on veut entreprendre. Hier encore, dans la conférence que nous avons eue avec les jeunes à Sinkin, je leur avais donné 3 piliers de la psychologie pour les jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, à savoir que la psychologie, comme c'est une science qui étudie le comportement, donne 3 éléments de base: l'observation, l'analyse et l'évaluation. Vous voyez que quand vous avez ces 3 piliers, une personne qui a la stabilité mentale, la façon de penser stable, il sera en mesure d'observer son environnement, d'observer ce qui le bloque, que ce soit du point de vue famille, que ce soit du point de vue sociétal, que ce soit du point de vue autocritique. Il sera en mesure d'analyser tout cela. Et il sera en mesure d'analyser les opportunités qui se présentent à lui pour voir, comme on dit dans l'entrepreneuriat, l'offre et la demande. Il sera en mesure d'évaluer tous les risques éventuels en s'adaptant selon la situation de notre société et par la suite, comme j'ai dit, observer, analyser et évaluer la situation. De ces faits, il sera en mesure de commencer à entreprendre quelque chose. Ça sera bien structuré. Là, si on lui donne l'enveloppe d'argent, cette enveloppe pourra servir de quelque chose. D'où je pars sur le principe que non, ce n'est pas l'argent en premier lieu, c'est plutôt les stabilités de santé mentale de nos pensées qui est vraiment le substance même de notre existence, dont de notre jeunesse. Et comment on construit cette stabilité? Comment ça se construit? Parce que vous dites c'est pas l'argent, oui, mais comment ça se construit? Alors, j'ai dit toujours aussi qu'il y a l'éducation et il y a l'instruction. L'éducation, c'est la famille. Or, si on regarde que dans notre société, les familles sont déjà en déséquilibre mental, connaissant notre société depuis 3 décennies, nous vivons des traumatismes qui deviennent des traumatismes transgénérationnels. Oui. Donc, les enfants naissent déjà avec toutes ces difficultés psychiques et intrapsychiques qui ne sont pas prises en charge, qui deviennent eux-mêmes des parents, qui vont transmettre encore tous ces troubles psychiques. On se retrouve devant des adultes qui sont déjà déséquilibrés. Vous voyez que ça devient très compliqué, même devant ces adultes-là, de dire qu'ils ont les structures stables pour orienter. Dès ces faits, nous avons encore aujourd'hui la possibilité, parce que comme vous savez, le monde, d'ailleurs, les disent que l'Afrique, c'est la jeunesse. La richesse de l'Afrique, c'est la jeunesse. Donc notre jeunesse aujourd'hui, nous avons encore les moyens de les prendre en charge, de les sensibiliser justement, puisque le rôle de l'État, c'est l'instruction. C'est à travers l'instruction qu'on peut commencer à apprendre à nos jeunes qu'est-ce que c'est la santé mentale, comment les autres arrivent à tenir et à évoluer justement en tenant compte de leur structure mentale. Nous avons encore cette possibilité-là, je pense. Donc pour faire gros, c'est plutôt l'éducation et l'instruction. Mais l'éducation, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut aussi aider les parents de ces faits. Vous avez insisté sur la confusion qui règne entre santé mentale et folie. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien évidemment. Alors, on revient encore sur la définition de la santé mentale, qui est cet état de bien-être. Cet état de bien-être qui permet à la personne de garder son équilibre, quelles que soient les situations que nous pouvons vivre. Alors, quand on parle de pathologie, notamment des maladies mentales, là, c'est une autre catégorie, c'est plutôt dans la psychiatrie. Là, c'est plutôt le basculement d'un état de bien-être vers un état, on va dire, des pathologies anormales.
Si je peux donner l'exemple simple, quand on parle des gens fous qu'on voit par exemple dans des rues, les gens qui se déshabillent, les gens qui parlent tout seuls, il y a des maladies notamment psychiatriques qu'on appelle la schizophrénie Mhm. ou des différents types de psychoses. Là, la personne n'est plus dans la réalité, dans notre réalité. C'est-à-dire que la personne est déconnectée de notre réalité. Vous le voyez passer devant vous, la personne dans son comportement, vous verrez. Vous verrez aussi dans son discours qui n'est pas cohérent. Il n'y aura pas une réalité factuelle dans le discours et le comportement de la personne. Or, nous autres, les restes de gens dits normaux, Mhm. mais qui souffrons des déséquilibres mentaux qui n'est pas la santé, nous restons ancrés dans la réalité factuelle. On ne sort pas de la réalité. Donc, à distinguer que quand on a des pathologies psychiatriques, on sort de la réalité, mais quand on a des différents troubles du comportement ou des souffrances, des dépressions, anxieux dépressives, des troubles du comportement à la colère liés à la situation du quotidien, on reste quand même dans la réalité. C'est ça, cette différence que je peux donner, je pense, qui parle le plus aux gens. Mhm. Alors, vous parlez des blessures invisibles. Mhm. Alors, dans les réalités locales, on va rester dans le contexte congolais des choses. Les crises, les chômages, instabilité familiale et tout ça, ça c'est dans la réalité locale. Comment les facteurs macroéconomiques finissent-ils par devenir des blocages psychologiques personnels? Alors, prenons le mot, cette situation des conflits invisibles, des souffrances invisibles. Au fait, c'est au quotidien, puisque dans les églises sont bien placés pour en parler, puisqu'ils en parlent tout le temps. Vous voyez, quand les gens vont prier à l'église, ils cherchent une espèce de confort parce qu'ils estiment que leur vie est bloquée quelque part. Et généralement, on va plutôt parler des malchances, on va plutôt parler de la sorcellerie, on va plutôt parler, enfin, de tous ces phénomènes mystérieux qui vont venir empêcher la personne d'évoluer. Or, du point de vue science qui ne contredit pas la spiritualité ou la foi d'ailleurs, on parle notamment des blessures invisibles et qui vient de l'héritage transgénérationnel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir vu ses parents tellement souffert et que nous-mêmes, on commence à développer ces désespoirs sans se rendre compte que ces désespoirs-là commencent à nous empêcher à développer ces bien-être pour trouver d'autres opportunités. Au fait, ça nous empêche, ça nous bloque. On ne se rend pas compte justement parce que c'est invisible. Donc, on n'a pas la conscience de cet héritage transgénérationnel. Mais aussi, on le sait, autre chose, on grandit, on sait que dans notre pays, si on n'a pas de relations qui peuvent nous aider, là, je reste vraiment dans la jeunesse, Mhm. pour nous booster, pour nous pistonner, ces choses-là, etc. Ça va être ancré en nous sans qu'on se rende compte que justement, tous ces blocages-là, la peur, la honte aussi, si je ne réussis pas, euh, par exemple, si les parents, ils ont misé, hein, il y a des parents qui font des petits commerces, parfois qui prennent des crédits pour miser sur les études des jeunes et que les jeunes après n'arrivent pas à trouver le travail. La honte aussi peut devenir le blocage, que le jeune ne se rend pas compte que c'est cette honte-là qui le bloque. Enfin, il y a énormément ces genres de comportements. L'invisible veut dire tout simplement ces choses qui sont dans la pensée, le psychisme des jeunes, mais que les jeunes ne se rendent pas compte que c'est lié à cela. Et quand on ne se rend pas compte, comme j'ai donné dans les 3 piliers de la psychologie, on ne peut pas travailler concrètement sur ces blocages invisibles pour s'en sortir. Donc on pourra faire notamment des prières, mais qui vont au fait à côté de ce qui est réellement lié au blocage de la vie, on va dire, du quotidien. Mhm. On vient de parler d'héritage Transgénérationnel. transgénérationnel. Vous êtes revenu d'ailleurs plusieurs fois là-dessus. Est-il possible de réussir sans répéter les erreurs ou les peurs de ses parents? Oh oui, c'est possible. Cependant, il faut en prendre conscience. Et pour en prendre conscience, il faut, comme j'ai dit toujours, demander de l'aide. Alors, quand on parle de cet héritage transgénérationnel, c'est un poids. On parle même des conflits de loyauté aussi. Alors, ces poids-là, justement, ça peut devenir des blocages.
On peut s'en défaire sans pour autant se sentir coupable. Parce que souvent, je donne l'exemple. Les parents mettent leur espoir sur leur enfant, sachant qu'eux-mêmes, parfois, ils ont échoué. Alors, l'enfant va avoir cette lourde charge de réussir. Donc, il va développer cette peur que j'ai dit tout à l'heure. L'enfant peut, notamment s'il arrive à développer ses propres capacités psychologiques de bien-être, il sera en mesure notamment de dire, je vais prendre une autre voie que la voie que les parents ont voulu que je puisse prendre. Or, la voie que je vais prendre, ça va nous mettre en conflit avec mes parents. Si j'explique à mes parents que ça, c'était votre rêve, que je peux comprendre, que je respecte, puisque comme on dit chez nous, que les parents sont les dieux sur cette terre. Et sur la terre. il y a aussi voilà, cette peur du côté religieux de dire, je risquerais si j'impacte négativement mes parents, je risque d'avoir la malchance, cette malchance risque de me poursuivre, etc. Le jeune peut en effet demander aux parents, parler avec les parents pour expliquer notamment, vous avez voulu que je sois médecin, mais moi, je ne me sens pas capable de devenir médecin, je suis peut-être devenu chauffeur de taxi et que j'arrive quand même à réussir ma vie et à faire de ma vie quelque chose et même de vous aider. Donc, de briser cet héritage transgénérationnel des conflits de loyauté familiaux peut aider justement les jeunes à se libérer et aussi comprendre que les parents, c'est la peur aussi de l'échec. Voilà. Alors, déconstruire les mythes culturels, c'est un peu ce que vous êtes en train de dire, les croyances. Dans notre culture, la réussite est parfois associée à la magie ou uniquement à la force de la prière. Comment concilier la foi religieuse avec les besoins d'un travail psychologique intérieur? Ok, merci. J'aurais voulu avoir un petit dessin que j'ai fait toujours à mon travail en France où je montre aux patients. J'explique par rapport à l'arbre. Vous voyez, l'arbre, on voit l'arbre, que cet arbre est en bonne santé, mais on ne voit pas la racine. Alors, chez nous, les humains, notre comportement parle de ce qui réside dans nos pensées, donc notre psyché. Les autres disent psyché, ça revient au même donc dans notre âme. De ces faits, la science comme la psychologie, je pense que pour arriver avec la foi, j'aimerais donner quand même rapidement la signification du mot psychologie. La psychologie, c'est un mot qui vient des Grecs, donc psycho qui veut dire psyché ou psyché qui veut dire l'âme, logique qui veut dire tout simplement fonctionnement. Donc la psychologie est une science qui étudie le contenu et le fonctionnement du psyché, donc de l'âme d'une personne, et comment cette personne interagit avec la société dans le comportement. De ces faits, la psychologie vient aussi expliquer comment la personne, si la personne depuis son enfance, on l'a appris la religion, ça va être intégré dans son système de pensée, cette religion, que ce soit des différentes religions aujourd'hui. Donc, la psychologie va expliquer aussi comment la personne utilise sa foi, sa spiritualité, sa religion comme un outil d'assurance, comme un outil de protection, une espèce de sécurité. De ces faits, la psychologie va venir justement quand en face de moi, je me retrouve avec beaucoup, notamment en France, je reçois beaucoup de personnes qui prient, mais qui sont dans la souffrance de dire si on me voit prier, on va me condamner comme si je faisais défaut à ma foi, comme si je trahissais Dieu. Or, comme on sait que la prière, c'est justement une ressource psychologique qui peut aider la personne à être stable dans ses pensées. Donc, de ces faits, la psychologie va venir expliquer à cette personne la manière peut-être que la personne prie ou croit en Dieu peut être erronée. Et c'est ça qui peut expliquer qu'on peut beau prier des années, on n'arrive pas à avoir des solutions, mais comme il y a aussi cette notion de les temps de Dieu n'est pas les temps des humains, ben, on enferme sans se rendre compte la jeunesse et aussi l'adulte dans ces cercles vicieux où les gens, dans la croyance des mon temps n'est pas encore arrivé, mais on a 15 ans, on a 20 ans, on a 30 ans, on a 40 ans, on a 50 ans, mais on est encore là-dedans. Donc, de ces faits, la psychologie, justement, vient expliquer qu'il y a une possibilité de voir et de prier, d'avoir une perception de la prière qui est autrement et peut-être mieux le faire pour ne pas avoir à contredire ni la religion du point de vue religieux, ni la foi, ni la spiritualité, mais c'est une complémentarité dans la compréhension pour donner plus d'outils aux gens qui prient, d'encore mieux savoir là où ils prient mal ou là où ils comprennent mal
la culture, la religion à la science. Beaucoup de jeunes vivent en mode survie. Bon, on va dire un peu tout le monde, quoi, au pays. Alors, comment passer concrètement d'une psychologie de survie à une psychologie de construction? Alors, une psychologie des survies, c'est vraiment du quotidien. Vous voyez, on est en train de nager pour ne pas couler, on va dire. Ces psychologies des survies n'est pas mauvais en soi, dans le sens où on peut les considérer comme un mécanisme de défense que nos jeunesses essayent de mettre en place justement pour ne pas sombrer. Cependant, comme on a dit tout à l'heure, que l'instruction est une base, on peut justement les apprendre en passant par cette psychologie des survies du quotidien, de l'installer dans le long terme. Or, pour qu'une personne passe de survie en long terme, il faut justement qu'il structure ses pensées, que ses pensées deviennent des pensées cohérentes, ne soient plus envahies par la peur, par les inquiétudes, par les soucis, par tous ces traumatismes, on va dire, du quotidien qui l'empêchent d'avoir l'espoir dans l'avenir. Quand on n'a plus l'espoir dans l'avenir, c'est là où on se contente du jour au jour. Voilà. Là, on parle de survie, évidemment. Exact. Alors, on a besoin de dire beaucoup de choses. C'est vrai que le temps est très, très court. Mais je me dis, avec Madame Galagui, on va faire une deuxième, une troisième partie parce qu'il s'agit d'une question importante pour le développement de ce pays-là. Déjà qu'il faut penser à revoir le budget. Elle a dit tout à l'heure le budget que la France alloue à la santé mentale. Je poserai la question pour savoir ce que la RDC met sur cette question importante et puis la différence qu'il faut faire entre santé mentale et santé tout court. Donc, il faut peut-être commencer par penser à la santé mentale avant de penser à la santé tout court. Parce que si déjà sur le plan mental, on n'est pas bien, donc on a déjà des problèmes. Alors, on va dire un petit mot avant d'avoir le mot de la fin. On va dire un petit mot sur le livre, finalement, parce que j'ai trouvé le titre assez original tout de même. Psychologie et culture, fusion de pratiques ancestrales et modernes. Qu'est-ce que vous vouliez dire à travers ça? Je sais que les gens peuvent l'acheter sur Amazon, évidemment. Oui. Alors, ce que je voulais dire dans mon livre, d'ailleurs, c'est pas ce que je voulais dire, je l'ai dit parce que je l'ai écrit, avec des mots simplifiés, justement pour montrer d'abord que la psychologie du point de vue, cet ancrage des 3 éléments que je vous ai donnés, vient de l'Afrique. Parce que, encore aujourd'hui, malheureusement, je pense que cette mauvaise compréhension de la psychologie empêche les Africains en général, et en particulier notre population, de récupérer cet élément des bases qui vient de nos ancêtres. Pourquoi j'ai dit cela? Après avoir, vous imaginez bien, étudié et faire des recherches, etc., sachant que la psychologie, c'est aussi l'anthropologie, l'histoire, etc. Et comme l'histoire nous rappelle que l'homme vient de l'Afrique, donc d'où les premiers humains ont utilisé ces 3 piliers de la psychologie, qui est l'observation, qui est l'analyse, qui est l'évaluation. Donc, je pose toujours la question de savoir, puisque nos ancêtres qui ont eu à construire des nations avant la colonisation, et qu'aujourd'hui encore, il y a de ces monuments, malgré la science n'arrive pas à expliquer comment nos ancêtres ont réussi à le faire, ces ancêtres qui étaient dans des milieux hostiles, avec des animaux sauvages, justement, ils ont eu à utiliser ces 3 piliers. Ils observaient leur environnement. Ils passaient quelque part, ils se faisaient attaquer par les animaux. Ils analysaient, ah ouais, ces chemins, c'est pas bien, donc on ne repasse plus par là, on va mettre des barrages, etc. Et petit à petit, ils évoluent. Et aujourd'hui, quand on parle de la psychologie moderne, là, on parle de la manière dont peut-être l'intitulé des mots change. Et comme dans la psychologie, il y a plusieurs branches. Il y a les branches comportementales, il y a des branches sociales, il y a des branches de recherche, il y a plusieurs branches. Ça, c'est moderne. Mais à la base, la sagesse à l'africaine, c'est ce que moi j'appelle la psychologie ancestrale. Et là-dedans, j'avais mis énormément de témoignages, notamment des exemples issus des pratiques de nos ancêtres
quand il s'agissait justement de troubles du comportement et aussi des maladies mentales qui existaient déjà. Donc, pour moi, j'estimais que fusionner ces deux connaissances, de la modernité à la sagesse africaine, ça peut nous donner des clés. Comme je dis toujours, on peut avoir une trousseau de clés. Si on n'a pas la bonne clé, on n'ouvrira pas la porte. Donc, mon idée, c'était justement de montrer que l'Afrique arrête de rejeter cette science qui s'appelle la psychologie, que nous arrêtons de rejeter cette appellation de la santé mentale et que aussi, je vais finir par là en disant, comme vous avez dit, il y a les mots qui disent par rapport à la santé, on parle de santé tout court, on parle psychosomatique. Donc, quand la santé mentale est déséquilibrée, c'est là où ça va provoquer la santé tout court. Vous voyez? Or, si on a des problèmes de santé tout court, si on a un mental stable, on va faire plus face que l'inverse. Donc, oui, les autres ont compris cela, de la psychologie qui vient de nos ancêtres, malgré les appellations différentes. Donc, mon souci, c'est que l'Afrique puisse récupérer ces 3 piliers de la psychologie, puisque si nous, on ne les récupère pas, c'est les autres qui récupèrent, ils utilisent ça pour nous. Et je dis toujours, je vais arrêter là de dire, si on ne s'occupe pas de la psychologie, c'est la psychologie qui s'occupe de nous et les autres utilisent leur psychologie sur nous. Ils nous observent, ils nous évaluent et ils posent. Et quand ils posent, on est enfermé. Et là, on n'arrive plus à s'en sortir. Et là, on ne comprend pas pourquoi, malgré tout ce qu'on fait, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est la psychologie, c'est le mental. Merci. La psychologie africaine, ça c'est magnifique. Vous pouvez découvrir ça dans le livre de Madame Galagui. Merci d'être venue. Franchement, c'était magnifique. Je n'ai pas envie d'arrêter cet échange. J'ai envie de continuer, mais malheureusement, le temps à la télé, on aura le temps prochainement. Vous revenez bientôt? Bientôt. Vous repartez déjà demain? Oui. Je pense que même peut-être là-bas en France, on aura l'occasion de refaire un autre entretien parce que la santé mentale, c'est très, très important, on l'a dit. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci. Vous faites un bon voyage. Merci. Y Production, l'agence de production, communication événementielle et divers. iProd, une équipe au service de votre autorité avec des conseils de création. Une véritable passion des vies. Nos services, formation dans plusieurs domaines de la vie, coaching, conférences, entrepreneuriat, investissement, marketing digital, développement personnel par les psychologues, ressources humaines, sous-traitance, sécurité, cleaner, concert, photographie, spot publicitaire et montage vidéo, location des robes, mariage, soirée gala, maître des cérémonies, conférences, mariage, anniversaire. Nous sommes dans la commune de Linguala, sur l'avenue Louisa numéro 293 bis. Référence en face de l'Académie des Beaux-Arts. Immeuble Fondation Madi Madimba. Contactez-nous au plus 243 89 77 90 633. iProd, la clé de voûte pour vos événements.